Bonjour à tous. Alors, ma mission aujourd'hui est de vous parler des troubles spécifiques des apprentissages scolaires, également appelés troubles 10 de manière informelle, et de vous illustrer ce que la recherche scientifique peut apporter à la compréhension de ces troubles 10. Et je vais l'illustrer essentiellement avec ce que l'on sait de la dyslexie développementale, pas parce que c'est forcément le plus intéressant de ces troubles 10 ou pas parce qu'il doit être privilégié d'une manière ou d'une autre, mais simplement parce que c'est celui qui a fait l'objet du plus de recherches et sur lequel on a le plus de choses à dire. Mais c'est une illustration et il faut garder à l'esprit que tous les autres troubles des apprentissages font l'objet de recherches similaires et il y a des résultats qui sont dans les grandes lignes similaires sur les autres troubles des apprentissages. Alors, première remarque, il est important de distinguer les difficultés scolaires d'une manière générale des troubles spécifiques des apprentissages, et donc en particulier pour ce qui est de la lecture, les difficultés de lecture et la dyslexie. Donc, par exemple, si on prend les statistiques disponibles à l'Éducation nationale, il semblerait qu'il y aurait environ 15% d'enfants qui, à la sortie de l'école primaire, ont encore de grosses difficultés de lecture, telles qu'ils vont avoir du mal à lire un texte simple et à le comprendre suffisamment bien pour assurer une scolarité correcte au collège. 15%. Okay. Il n'est pas du tout question d'imaginer que ces 15% d'enfants puissent être dyslexiques. La dyslexie n'est pas juste une difficulté de lecture. Et de fait, on comprend bien pourquoi, c'est que l'apprentissage de la lecture est une tâche qui est extrêmement complexe, qui met en jeu de nombreuses fonctions cognitives distinctes que Stanislas Dehaene a évoquées, et qui met aussi en jeu différents apports de l'environnement. Et par conséquent, potentiellement, n'importe lequel des éléments dans cette chaîne complexe pourrait induire des difficultés d'apprentissage de la lecture. J'en ai listé un certain nombre ici qui sont relativement évidentes, que l'on considère des facteurs biologiques ou des facteurs plus environnementaux. Ils ont tous une influence sur l'apprentissage de la lecture. Par conséquent, lorsqu'on constate qu'un enfant est en difficulté de lecture, eh bien, on devrait, en principe, prendre chacune de ces hypothèses les unes après les autres et essayer de voir si l'une de celles-ci ne pourrait pas expliquer la difficulté de lecture. Or, ce qui est remarquable, c'est que même si on fait ce travail et que pour chaque enfant qui a une difficulté de lecture, on passe en revue toutes ces hypothèses potentielles, eh bien, il reste encore un nombre significatif d'enfants pour lesquels ça ne semble pas être la bonne explication. Il en reste un nombre important, puisqu'on estime qu'il y en a 3 à 5%, donc qui ont une difficulté spécifique à l'apprentissage de la lecture qui n'est pas expliquée de manière évidente par les autres facteurs qu'on a considérés. Et ce sont ces enfants qu'on va qualifier de dyslexiques. La dyslexie n'est pas une pure invention comme on l'entend parfois, c'est un trouble qui a des définitions précises qui sont données dans les grandes classifications médicales internationales, la CIM-10 qui est produite par l'Organisation mondiale de la santé, le DSM-4 par l'Association américaine de psychiatrie, avec des critères diagnostiques précis qu'on sait parfaitement appliquer, même si évidemment il y a toujours une marge d'incertitude. Là, je vous montre la définition qui est donnée dans la classification internationale des maladies. F81, c'est la partie de la nomenclature qui concerne les troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires. Donc, troubles dans lesquels les modalités habituelles d'apprentissage sont altérées dès les premières étapes du développement. L'altération n'est pas seulement la conséquence d'un manque d'occasion d'apprentissage ou d'un retard mental, et elle n'est pas due à un traumatisme cérébral ou une atteinte cérébrale acquise. Donc vous voyez que déjà on écarte d'emblée un certain nombre de facteurs qui pourraient induire des difficultés d'apprentissage. Donc ça, c'est la définition générale pour tous les troubles spécifiques des acquisitions scolaires, qui après se déclinent en plusieurs sous-définitions en fonction de la nature même du trouble, selon qu'il affecte la lecture, l'orthographe, l'arithmétique ou plusieurs de ces types d'apprentissage. Donc vous reconnaissez là un certain nombre des troubles 10 bien connus, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Et il faut savoir que quand on dit 10, ça inclut aussi d'autres troubles comme le trouble spécifique du langage oral, également connu sous le nom de dysphasie, la dyspraxie ou trouble de la coordination gestuelle, et aussi les troubles d'attention avec hyperactivité, qui, dans ce cas-là, ne sont pas des troubles spécifiques des apprentissages scolaires, mais sont quand même des troubles des apprentissages.
Donc voilà, en quelque sorte, la galaxie des 10. Tous ces troubles 10 ont une définition dans les classifications médicales internationales et des critères diagnostiques clairs. Alors après, bien entendu, ce n'est pas tout de les définir et les diagnostiquer, mais il faut encore comprendre ce qui se passe dans la tête des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Donc là, je vous montre un schéma qui pose en quelque sorte le problème et les différents niveaux auxquels on va pouvoir aborder le problème. Donc ce n'est pas une théorie particulière d'un trouble des apprentissages, c'est juste un cadre pour réfléchir aux hypothèses qu'on peut avoir sur les causes. Donc on commence au niveau comportemental, c'est là que se situent les observations, les symptômes que manifeste l'enfant, et c'est là qu'on va appliquer les critères diagnostiques. Dans le cas de la lecture, il s'agit qu'on observe bien que le niveau de lecture observé chez l'enfant est très inférieur au niveau de lecture attendu pour l'enfant, étant donné son âge, étant donné la classe dans laquelle il est, l'enseignement qu'il a reçu, étant donné le fait que cet enfant semble avoir une intelligence normale, il n'a pas de troubles sensoriels avérés, il a également un environnement qui semble normal. Donc tout ceci induit des attentes sur le niveau de lecture et le niveau observé est très inférieur. Ça, c'est l'observation de base qui définit la difficulté d'apprentissage de la lecture. Ensuite, pour comprendre pourquoi il y a ce symptôme au niveau comportemental, on doit faire des hypothèses sur des dysfonctionnements à d'autres niveaux de description. Le niveau de description le plus proche, c'est le niveau cognitif, celui du traitement de l'information dont vous a parlé Stanislas Dehaene. Et par conséquent, on va faire des hypothèses sur des déficits cognitifs qui pourraient engendrer ces difficultés d'apprentissage. Et on va passer un petit peu en revue les principales hypothèses. Si on met en évidence des déficits cognitifs, on se demande forcément d'où ils viennent, et là il n'y a pas 36 solutions, ça vient forcément du cerveau. Le cerveau est l'organe qui produit le traitement cognitif, donc s'il y a des différences au niveau cognitif, il y a nécessairement des différences au niveau cérébral qu'on va également pouvoir tester et éventuellement mettre en évidence à l'aide des méthodes des neurosciences cognitives. Et si l'on met en évidence des différences au niveau cérébral, là encore, on essaye de remonter un cran en amont et de se poser la question de la cause de ces différences cérébrales. Et là, en gros, il y a deux grandes catégories de facteurs. Il y a des différences au niveau génétique et des facteurs environnementaux. Et en l'occurrence, il y a des raisons de penser que les deux sont à l'action dans les troubles spécifiques des apprentissages. Donc voilà comment sont posées les hypothèses. Après, évidemment, tout le but de la recherche scientifique, c'est de tester toutes ces hypothèses expérimentalement et de mettre du contenu concret et bien validé dans toutes ces bulles et dans toutes ces flèches, qui sont les liens de causalité entre les différentes bulles. Alors, je vais vous illustrer très rapidement, dans le temps qui m'est imparti, les principaux aspects de ce qu'on a pu apprendre sur la dyslexie. Donc, au niveau cognitif, pour commencer, l'hypothèse centrale dans la compréhension de la dyslexie est l'hypothèse d'un déficit phonologique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par déficit phonologique ? La phonologie, comme vous le savez, fait référence au son de la parole et surtout à la représentation mentale que nous avons de ces sons de la parole. Pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous avez ces représentations phonologiques de mes mots qui sont activées dans votre cerveau. Alors, comment teste-t-on les capacités phonologiques des enfants ? Avec principalement trois types de tâches. Des tâches dites de conscience phonologique qui testent leur capacité à déjà à avoir conscience que la parole est faite de petites unités, les phonèmes et les syllabes qui forment une combinatoire, et à prêter attention à ces petites unités et à les manipuler mentalement. La conscience phonologique, donc, qui est évidemment un prérequis cognitif important pour pouvoir ensuite associer ces unités phonologiques avec les lettres et les graphèmes et à apprendre ces associations. De nombreux travaux, rassemblés depuis plus de 40 ans, montrent que les enfants dyslexiques ont de gros problèmes en conscience phonologique. Deuxièmement, les tâches de mémoire verbale à court terme, autrement dit, la capacité de retenir, par exemple, un numéro de téléphone, si je le lance à la volée, 10 chiffres à retenir, ça nécessite d'avoir perçu correctement ces représentations phonologiques des chiffres, de les maintenir activés dans votre mémoire à court terme pendant quelques secondes et éventuellement de les répéter. On peut tester ça avec des chiffres, avec des mots, avec des pseudomots qui n'existent pas. Dans tous les cas, on trouve que les enfants dyslexiques ont de grosses difficultés de mémoire verbale à court terme. Et enfin, des tâches de dénomination rapide dans lesquelles il s'agit par exemple de nommer très rapidement tous les objets qui sont dessinés sur cette planche. Donc ici, par exemple, ver, lit, cœur, chien, ver, lit, ver, cœur, etc. Et le temps mis à nommer toutes les images de la planche et la mesure qui est prise en compte. Et donc là aussi, on observe que les enfants dyslexiques sont beaucoup plus lents en moyenne que les autres. Donc vous voyez, on a
plusieurs centaines d'études qui montrent que les enfants dyslexiques ont des difficultés dans ces 3 types de tâches qui sont assez diverses, mais qui ont tout en commun de faire appel aux représentations phonologiques, d'y prêter attention et d'en avoir conscience, de les garder en mémoire à court terme brièvement et d'aller les récupérer rapidement dans la mémoire à long terme. Voici quelques données qui illustrent les performances des enfants dyslexiques. Voici en vert des enfants tout venant, normolecteurs, en bleu des enfants dyslexiques. Sur l'axe des X, leur performance en délétion de phonèmes, qui est une tâche de conscience phonologique. Sur l'axe des Y, une performance dans une tâche de contrepétrie élémentaire, qui est une autre tâche de conscience phonologique. Et vous voyez que la performance des enfants dyslexiques en bleu est très décalée par rapport à celle des enfants témoins en vert. De même sur 2 tâches de dénomination rapide, de chiffres sur l'axe des X et d'objets sur l'axe des Y. Donc, performance quand même très affaiblie dans ces différentes dimensions des capacités phonologiques. Par ailleurs, on comprend assez bien quel est le lien entre les composantes du déficit phonologique et les difficultés de lecture de l'enfant dyslexique. Comme je l'ai déjà évoqué, la conscience phonologique est évidemment un ingrédient essentiel qui se développe relativement tardivement chez l'enfant, vers 4, 5, 6 ans, qui permet la mise en correspondance des phonèmes avec les graphèmes, l'apprentissage de ces correspondances, et donc qui permet de démarrer l'apprentissage de la lecture. On comprend bien qu'un enfant qui n'arrive pas à prendre conscience de ce que sont les phonèmes va avoir de grosses difficultés à cette étape du déchiffrage, graphème par graphème, des mots. On voit aussi qu'un enfant qui aurait des problèmes en mémoire verbale à court terme va avoir des difficultés aggravées, parce qu'en fait, quand on déchiffre les mots lettre à lettre, qu'est-ce qu'on fait ? On décode la première lettre, on la transforme en phonème, qu'on doit garder en mémoire verbale à court terme. On décode la deuxième lettre, on la convertit en phonème, qu'on doit mettre dans la mémoire verbale à court terme et on doit fusionner avec le premier phonème. Si c'est un mot qui a plus d'une syllabe, on garde cette première syllabe en mémoire à court terme et on traite la deuxième. Donc on voit que la mémoire verbale à court terme est elle aussi impliquée fortement dans cette première étape du déchiffrage. Donc on voit bien comment ces 2 premières composantes contribuent à des difficultés au démarrage de l'apprentissage de la lecture. Maintenant, comme le disait Stanislas Dehaene, ce n'est pas le but de la vie non plus de lire les mots lettre à lettre, et à un moment il faut que tout ceci s'automatise et que l'enfant devienne capable de reconnaître les mots entiers, et ça va s'automatiser au fil des années, au fur et à mesure que l'enfant lit les mots, tout simplement. Plus il les lit, et mieux il va les mémoriser, et il va les stocker dans son lexique orthographique, après quoi il pourra les reconnaître directement. Et là, on comprend bien que l'enfant qui a déjà des difficultés à déchiffrer les mots, eh bien finalement va lire les mots moins bien, avec une moins bonne précision, et va, au fil du temps, en lire beaucoup moins que tous les enfants normolecteurs. Par conséquent, il va développer son lexique orthographique beaucoup plus lentement et beaucoup moins précisément que les autres enfants. Donc il va accumuler encore plus de retard dans cette deuxième étape essentielle du développement de la lecture, et l'écart avec l'enfant normolecteur va continuer à s'accroître. Et c'est également à ce deuxième stade de l'apprentissage de la lecture, l'automatisation du lexique orthographique, que cette troisième composante du déficit phonologique, qui est la difficulté à accéder aux représentations phonologiques dans la mémoire à long terme, que cette difficulté va avoir un effet important, parce que évidemment le but est de passer à une lecture fluente, donc on parcourt la ligne et la page et on fait une fixation par mot et on récupère très rapidement la forme phonologique de ces mots si on doit lire à haute voix. Et là, on voit effectivement que si on a une lenteur ou une difficulté d'accès à ce lexique phonologique, eh bien, ça va entraîner des problèmes de fluence de lecture. Donc vous voyez qu'on a quand même une assez bonne compréhension non seulement de la nature du déficit phonologique, mais du lien précis entre ce déficit phonologique et les difficultés qu'éprouvent les enfants dyslexiques, qui se situent essentiellement au niveau de la reconnaissance des mots écrits. Voici également des données qui illustrent la corrélation qu'il y a entre les capacités de conscience phonologique ici sur l'axe des X et les capacités de lecture sur l'axe des Y. Bon, que dans ce projet, on a illustré dans 6 langues différentes, mais je vous passe les détails des différences entre les langues. Alors après, on peut malgré tout se poser la question du lien de causalité entre les capacités phonologiques et les capacités de lecture, sachant qu'il y a potentiellement une circularité, disons des liens mutuels entre les deux.
Et la manière dont on peut répondre à cela, c'est de faire des études longitudinales dans lesquelles on va mesurer les capacités phonologiques des enfants à la maternelle, par exemple, avant qu'ils commencent à apprendre à lire, et puis on va les suivre pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils apprennent à lire, et on va se demander dans quelle mesure les capacités phonologiques précoces prédisent les capacités de lecture ultérieures. Et on va aussi se demander dans quelle mesure les enfants qui semblent avoir un déficit phonologique précoce sont ceux qui deviennent dyslexiques ultérieurement. Et il y a un certain nombre déjà d'études longitudinales qui ont été réalisées, qui sont publiées dans la littérature scientifique, et qui montrent effectivement qu'il y a un lien de causalité, qu'en fait on peut mettre en évidence en quelque sorte des précurseurs du déficit phonologique chez les enfants qui vont devenir dyslexiques dès les premières étapes de la vie. Donc vous voyez ici des potentiels électriques évoqués par l'activité cérébrale qui sont mesurés par les électrodes de l'EEG. J'ai emprunté cette photo à Ghislaine Dehaene. Cette expérience faite par des collègues finlandais montre que les enfants qui vont devenir dyslexiques ont, dès l'âge de 6 mois, des potentiels évoqués différents de ceux des enfants témoins pour ce qui est des potentiels qui réagissent à la différence entre deux syllabes, par exemple ba et da. Donc, ce qui suggérerait que les bébés qui vont devenir dyslexiques ont déjà, en quelque sorte, une perception des sons de la parole qui serait peut-être moins catégorielle ou organisée, en tout cas de manière différente de celle des enfants témoins. Et puis, par ailleurs, on peut faire des analyses statistiques qui analysent les prédictions, le pouvoir prédictif des capacités phonologiques précoces sur les capacités de lecture ultérieures. Et effectivement, on montre que l'ensemble des capacités phonologiques et de langage précoces, telles que le vocabulaire à 2 ans et demi, la mémoire verbale à court terme à 3 ans et demi, la conscience phonologique à 4 ans et demi, ce sont des très bons prédicteurs des capacités de lecture ultérieure. Donc pour résumer, au niveau cognitif, la plupart des enfants dyslexiques présentent un déficit phonologique qui touche la conscience phonologique, la mémoire verbale à court terme et l'accès au lexique phonologique. Et on comprend bien le lien avec l'apprentissage de la lecture. Et par ailleurs, des précurseurs de ce déficit phonologique sont détectables chez les futurs dyslexiques bien avant l'apprentissage de la lecture. Et de manière plus générale, les capacités phonologiques précoces de l'enfant prédisent fortement ses capacités de lecture. Donc vous voyez qu'au niveau cognitif, on a déjà une assez bonne compréhension de ce qui se passe chez l'enfant dyslexique. On pourrait parler aussi d'une minorité d'enfants qui ont des troubles plutôt de nature visuelle ou visuo-attentionnelle, mais là, je n'aurai pas le temps d'aborder. Je vais essayer de vous donner un petit avant-goût aussi de ce qui se passe au niveau cérébral et génétique, si j'ai le temps. Donc, les enfants dyslexiques semblent avoir un déficit phonologique qui précède l'apprentissage de la lecture. Pourquoi ? Donc on va aller chercher dans le cerveau des réponses à ces questions. On connaît déjà assez bien l'architecture cérébrale du cerveau pour la lecture et pour son apprentissage. Et on peut étudier le cerveau des personnes dyslexiques à différents niveaux. Premièrement, au niveau fonctionnel, est-ce qu'il y a des régions du cerveau qui ont l'air de fonctionner différemment pour la lecture chez les personnes dyslexiques ? Eh bien oui, vous voyez les activations pour des sujets normolecteurs dans une tâche de lecture effectuée dans l'IRM et les activations pour des personnes dyslexiques effectuant la même tâche de lecture dans l'IRM. Et vous voyez que ces personnes dyslexiques n'activent pas les régions principales du réseau de la lecture de la même manière que les personnes témoins, avec une tendance à moins d'activation dans ces régions dans l'hémisphère gauche et une compensation par une activation supérieure pour les mêmes régions dans l'hémisphère droit. Alors vous me direz, évidemment, ce n'est pas étonnant, puisque ces personnes lisent moins bien, on leur demande de lire dans l'IRM. Si elles lisent moins bien, c'est forcément que les régions de la lecture font quelque chose de différent. Donc de ce point de vue, évidemment, on n'est pas en train de prouver une cause, on est juste en train de montrer un corrélat neurofonctionnel de ce qu'on a déjà observé au niveau comportemental. Donc pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut regarder le cerveau au niveau structurel. Alors, au premier abord, si vous voulez, ce qu'un radiologue va regarder à l'œil nu quand il regarde l'IRM d'une personne dyslexique, il ne va rien voir de significatif, il va dire que ses cerveaux sont parfaitement normaux, c'est-à-dire qu'il ne voit pas de malformation, il ne voit pas de lésions. En revanche, si on fait des analyses plus sophistiquées et quantitatives, on peut détecter des petites différences, donc par exemple des petites différences
de quantité de matière grise dans ces deux régions qui sont impliquées dans le réseau de la lecture, de même que des petites différences de connectivité de matière blanche dans ces fibres qui relient les régions du réseau de la lecture. Donc il y a des petites différences très subtiles, mais fiables, au niveau de la structure des cerveaux des personnes dyslexiques et des personnes témoins. Est-ce que c'est la cause ? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Là encore, ce n'est pas évident, parce qu'il se trouve que même ces propriétés structurelles, les quantités locales de matière grise, la connectivité de la matière blanche, peuvent réagir et se modifier en fonction de l'expérience. Autrement dit, une personne qui n'aurait pas eu l'occasion d'apprendre à lire n'aurait pas réorganisé son système cérébral pour la lecture de la même manière que les normolecteurs, et on pourrait sans doute en mesurer certaines des conséquences à l'IRM, et peut-être qu'on observerait justement des diminutions de matière grise et de connectivité de matière blanche similaires à ce qu'on observe chez les personnes dyslexiques. Donc là aussi, c'est très difficile de dire qu'on a mis le doigt sur une cause ultime. Enfin, il y a d'autres observations qui ont été faites post-mortem, donc en dissection de cerveau de personnes décédées dont on savait qu'elles étaient dyslexiques, qui ont mis en évidence d'autres types de perturbations qui sont plus au niveau cellulaire et qui affectent la migration neuronale, et dont on voit la distribution ici sur les deux hémisphères et qui montre qu'elles affectent encore une fois principalement les régions de la lecture dans l'hémisphère gauche. Et l'intérêt de ces observations, c'est que ces phénomènes cellulaires qui ont été observés ici, comme cette ectopie ici, sont des perturbations de la migration neuronale, qui est une étape de la mise en place du cerveau qui se situe entre 16 et 24 semaines de gestation chez l'humain. Autrement dit, là, on observe des perturbations qui sont précisément datées et dont on peut dire qu'elles remontent à la période fœtale. Donc là, enfin, avec ces observations, on ne peut plus évoquer l'hypothèse que cela puisse être la conséquence du mauvais apprentissage de la lecture. Donc voilà un petit peu le panorama d'observations qui ont été faites au niveau cérébral chez les personnes dyslexiques, en vous disant tout de même, pour être prudent, que ces observations qui ont été faites post-mortem ont été faites uniquement une fois par une équipe à Harvard et qu'on manque de réplication de ces données. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a obtenu des confirmations indépendantes par les études en génétique. Donc premièrement, on va chercher dans le génome également des différences entre les personnes dyslexiques et les personnes témoins, sans pour autant négliger le fait qu'il puisse y avoir des facteurs environnementaux qui interviennent. Il n'y a pas de contradiction, je vais y revenir. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on ferait l'hypothèse qu'il y a des facteurs génétiques qui puissent être impliqués dans la dyslexie? Il y a tout un faisceau de données convergentes qui suggèrent cela. Premièrement, l'agrégation familiale des cas de dyslexie, ici en noir, au sein de certaines familles. Donc là, vous voyez une immense famille française qu'on est en train d'étudier. Évidemment, des grandes familles comme ça, elles sont très peu fréquentes, mais des petites familles comme celle-ci, par exemple, avec un parent dyslexique et 2 enfants sur 3 ou 4 qui sont dyslexiques, c'est extrêmement fréquent. À peu près un cas de dyslexie sur 2 est un cas avec antécédents familiaux. Donc tout ceci suggère effectivement potentiellement une transmission héréditaire, sans pour autant le prouver, mais cet aspect de transmission héréditaire est confirmé par ailleurs par les études de jumeaux qui permettent un petit peu mieux de dissocier les contributions génétiques et environnementales et qui suggèrent que la contribution des facteurs génétiques à l'étiologie de la dyslexie est d'environ 50%. Autrement dit, on ne dit pas que c'est tout génétique, c'est 50% génétique et 50% dû à des facteurs environnementaux. Donc ensuite, ceci légitime la recherche de différences dans le génome et de fait, un certain nombre de collègues de différents pays ont mis en évidence des associations de certaines formes, de certains gènes particuliers avec la dyslexie. Donc il y a 4 gènes dont on considère qu'ils sont associés de manière fiable à la dyslexie. La première observation très intéressante, c'est que ce sont des gènes qui sont très présents et actifs dans le développement fœtal du cerveau et qui participent à la migration neuronale, ce qui est une confirmation importante de l'hypothèse qui avait émergé des études de dissection, selon laquelle il pourrait y avoir un trouble de la migration neuronale dans la dyslexie. Dans certains cas, ce sont des mutations rares de certains de ces gènes qui ont été impliqués dans certains cas de dyslexie au sein de certaines familles. Dans d'autres cas, ce sont des variations plus fréquentes de ces gènes qui se retrouvent à une fréquence différente chez les personnes dyslexiques et chez les personnes témoins. Ce qui veut dire que dans la plupart des cas de dyslexie, il n'y a pas juste une mutation
qui causent le trouble de manière déterministe, mais il faut plutôt voir les choses de manière probabiliste, comme la plupart des maladies génétiques, les cancers, l'hypertension artérielle, etc. Il y a un ensemble de facteurs génétiques qui sont répartis sur un très grand nombre de gènes, et chaque allèle module la probabilité de devenir dyslexique par un petit facteur, et après, la personne, en quelque sorte, est la résultante de tous les allèles portés par tous ces gènes et de ces modulations de probabilité, et également des facteurs environnementaux auxquels elle a été exposée. Donc, juste pour résumer, les gènes associés à la dyslexie ne sont en fait pas des gènes de la dyslexie, comme on les appelle parfois à tort. Ce ne sont même pas non plus des gènes de la lecture, ni même des gènes du langage. Il faut comprendre que ce sont des gènes qui participent à plein de choses dans l'organisme et qui, entre autres choses, participent à la construction du cerveau, et notamment de certaines régions cérébrales qui sont impliquées dans le langage oral et qui, ultérieurement, vont être recrutés pour l'acquisition du langage écrit. Et c'est uniquement à ce titre et par ce biais relativement indirect que ces gènes ont une influence sur les capacités d'apprentissage de la lecture. Donc vous voyez que, également, au niveau génétique, on a un certain nombre de données concordantes avec les observations qui ont été faites au niveau cérébral et au niveau cognitif. Je n'ai pas une diapo sur les facteurs environnementaux, mais on pourrait également évoquer des facteurs environnementaux. Il est évident que tous les facteurs qui contribuent au développement du langage oral chez l'enfant ont une influence sur l'apprentissage du langage écrit. D'autres facteurs comme la nature de l'orthographe joue également un rôle important dans les facilités d'apprentissage de la lecture pour tous les enfants et dans la susceptibilité et les manifestations de la dyslexie chez les enfants dyslexiques. Donc il y a aussi des facteurs environnementaux bien connus qui participent, qui modulent en quelque sorte les manifestations et la sévérité de la dyslexie et la susceptibilité à la dyslexie. Alors, juste quelques mots pour conclure d'avertissement sur les interprétations qu'on peut faire des données génétiques, parce que la plupart des gens n'ont pas une bonne compréhension de ce que veulent dire les données génétiques et des conclusions qu'il faut en tirer. Souvent, ils pensent génétique égale déterministe, et par conséquent, un enfant qui a un problème génétique, on ne peut rien faire pour lui, ce qui est totalement aberrant et faux. Par exemple, même un enfant trisomique qui a une anomalie chromosomique avérée, on peut faire plein de choses pour lui en l'éduquant bien. Donc, de manière générale, il faut se méfier de ces formulations binaires, génétiques ou pas génétiques, innées ou acquis. Ce sont des formulations qui sont totalement dépassées. Il faut comprendre que tous ces troubles du développement de l'enfant sont influencés à des degrés divers, à la fois par des facteurs génétiques et par des facteurs environnementaux. Et bien entendu, on ne peut pas intervenir sur les facteurs génétiques, mais on peut intervenir sur les facteurs environnementaux, et donc on peut faire beaucoup pour ces enfants. Et donc il faut le faire. Le trouble est généralement multifactoriel, et donc chaque individu est caractérisé par une combinaison unique de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux qui déterminent une probabilité de développer le trouble. Donc génétique ne veut pas dire déterminé et immuable. Le génome produit des prédispositions cérébrales et cognitives, et l'environnement va déterminer l'expression de ces prédispositions. Et du fait, l'existence de facteurs génétiques ne déresponsabilise en rien ni les familles, ni la société, ni l'école. Et de fait, l'école, qui constitue une grande part de l'environnement de l'enfant, a un rôle très important à jouer, y compris dans la compensation de certaines prédispositions génétiques. Voilà, donc pour terminer, je vous donne quelques sources qui peuvent vous intéresser si vous voulez approfondir le sujet. L'expertise collective de l'INSERM sur les troubles spécifiques des apprentissages scolaires, qui est parue en 2007, mais bon, qui reste quand même très largement à jour encore aujourd'hui et qui est disponible gratuitement sur le web, sur le site de la documentation française. Je porte à votre connaissance l'existence d'une formation en ligne sur la dyslexie qui a été produite par l'association Dyslexia International, qui a un site qui s'appelle dyslexiainternational.org. Cette formation en ligne peut être suivie de leur propre initiative par des enseignants ou par qui le veut en ligne, et ça prend à peu près une vingtaine d'heures si on veut suivre la formation complète. C'est extrêmement bien fait, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder. Et je vous indique également un certain nombre de documents produits par l'Éducation nationale qui sont eux aussi tout à fait bien faits. Bon, de manière générale, les brochures qu'on trouve sur le site EduScol sont très bien, et en particulier celles qui concernent les troubles spécifiques des apprentissages et les troubles du langage. Je vous indique aussi un document qui a été constitué par l'inspection académique du Rhône qui aussi essaye en quelque sorte de faire une sorte à la fois de bilan des connaissances sur les troubles des apprentissages et aussi une sorte de boîte à outils et de boîte à idées pratiques de ce que les enseignants peuvent mettre en œuvre dans leur classe pour prendre en compte les enfants avec des troubles des apprentissages. Voilà, je vous remercie pour votre attention.